Allez, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un hors-série d'Immersion, le podcast de Villeurbanne Natation. On est plusieurs mois après les Jeux. Toutes les personnes autour de cette table, malheureusement, sauf moi, ont participé de près ou de loin aux Jeux Olympiques. Donc pour vous introduire un peu les invités qu'on a aujourd'hui, j'ai Hector Denayer. Pardon, excuse-moi. Je sais que je me suis beaucoup trompé ce week-end, je suis désolé. Et on a Kylian Portal, messieurs qui ont été athlètes paralympiques. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour, salut. Ensuite, avec moi, j'ai Aurélien, nageur du groupe Maître, qui a été au sein des Jeux Olympiques en tant que bénévole. Tout à fait, bonjour. Ouais, super. Salut Aurélien, comment tu vas? Très bien. On est très content de t'avoir aujourd'hui. Et on a Antonin avec nous qui, lui, a vécu les Jeux d'un point de vue un peu différent, du point de vue spectateur. C'est ça. Salut Antonin, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va aussi. Allez, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un retour un peu. Le titre du podcast, c'est « Ils ont fait les Jeux ». Donc du coup, le podcast d'aujourd'hui va tourner autour des Jeux. Je vais commencer avec vous, messieurs les sportifs. Le fait d'avoir fait les Jeux, qu'est-ce que ça représente pour vous? Je vais laisser Hector commencer, si ça vous dérange pas. Pour moi, le fait d'avoir fait les Jeux, c'est d'avoir atteint mon rêve. Je dis souvent que j'avais tout mis en place pour y arriver et pour déjà me qualifier et d'avoir fait une médaille, 2 médailles en plus, c'est que du bonus. Après, on a la chance de l'avoir fait, mais la chance faut la provoquer aussi. Et moi, je sais que je suis parti de chez mes parents à 14 ans, déjà dans cette optique-là, donc la chance, on va dire que j'ai bien provoqué, quoi. Ouais, c'est clair. Et toi, Kylian, qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir fait les Jeux paralympiques? Je pense que comme le dit Hector, c'est un rêve quand on est sportif, pas seulement nageur. Je pense que c'est un des événements qu'on vise tous. On a eu la chance du coup avec Hector aussi de l'avoir à notre âge, de pouvoir le vivre à Paris, donc qui était quand même quelque chose d'exceptionnel, une grosse parenthèse sportive où toute la France a poussé derrière tout le monde, donc c'était vraiment exceptionnel. Participer à ce genre d'événement, c'est une fois dans notre vie, peut-être qu'on revivra quelque chose de différent à Los Angeles et je nous le souhaite, mais là ce qu'on a fait c'était exceptionnel de le vivre. Et comme dit Hector, on a aussi la chance de faire des médailles. Moi j'ai fait une médaille de bronze avec mon frère, donc vivre ça devant les Français, devant nos proches, nos amis, c'est quelque chose que moi j'espère depuis petit, depuis que je me suis lancé dans la natation, j'ai toujours été compétiteur. Et plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que c'était vraiment mon objectif d'aller faire les Jeux. Maintenant, c'est un objectif intermédiaire aussi, on va dire, parce que évidemment, quand on fait les Jeux, je pense que personne ne veut juste simplement faire les Jeux, mais aussi aller chercher une médaille d'or. Donc maintenant, on continue à s'entraîner, évidemment, pour aller chercher l'or à Los Angeles. Mais c'était que du plaisir. J'ai essayé de profiter un maximum parce que, comme j'ai dit, c'est unique. Donc on essaie de se souvenir des plus belles choses, quoi. Très bien, ça rebondit un peu sur ce que j'allais vous demander ensuite. Donc du coup, tu as très bien répondu, Kylian. Du coup, je vais te poser à toi la question, Hector. Est-ce que les Jeux paralympiques, c'est une fin en soi? Donc c'était un rêve de longue date et maintenant que c'est arrivé et que tu es médaillé, alors je dis pas que tu as fini le jeu, mais est-ce que c'est une grosse satisfaction personnelle? Ou alors c'est, j'ai goûté à ce qui s'est passé, et maintenant j'en veux encore plus. Et comme Kylian l'a très bien dit, on veut aller chercher l'or à Los Angeles ou même aller tout gagner d'ici là. Écoute, moi de base, quand je suis arrivé à Dijon, du coup il y a 2 ans avant les Jeux, j'étais venu dans l'optique de, moi je me qualifie aux Jeux parce que je veux vraiment participer à l'événement, d'être de la fête à Paris 2024, nager devant mes parents et tout, dans mon pays, ce serait quelque chose de fou. Et je le vivais un peu comme ça. Et j'avais même dit à Ramzi, mon coach, moi de toute façon, moi je fais 2 ans, moi je me qualifie au jeu et franchement après, moi je pars et j'arrêterai de nager, quoi. Je suis pas nageur de base, J'ai fait plein de sports, j'ai fait du BMX race, du foot, du judo et je suis tombé un peu par hasard dans la natation et j'ai vu que j'avais du potentiel, que je pouvais être compétiteur, mais c'est pas ce que je préfère faire dans la vie, quoi. Ok. Donc moi j'étais dans cette optique là et puis la première année, j'ai plutôt bien performé avec Ramzi. J'ai fait une médaille de bronze au championnat du monde. Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai vu ce dont j'étais capable et je me suis dit non, en fait, après Paris, j'en voudrais encore et je pousserai au moins jusqu'à LA. Ok. De plus que j'ai terminé 2e. J'avais cette déception où je visais l'or, comme disait avant Kylian. Ouais.
Et j'ai encore une chance dans 4 ans et j'aurai peut-être encore une chance dans 8 ans. Donc tant que j'aurai pas cette médaille-là, j'arrêterai pas. T'as raison. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas, messieurs. Je vais passer à toi, Aurélien. C'était quoi un peu toi est-ce que déjà tu peux te présenter s'il te plaît, et quelles étaient un peu tes missions à toi sur le terrain Alors moi je suis nageur depuis que je suis tout petit et ça fait 10 ans que je suis à Villeurbanne Natation chez les maîtres et je me suis porté volontaire pour les Jeux de Paris 2024 parce que c'était une opportunité énorme de pouvoir participer aux Jeux de l'intérieur en plus. Et moi, ma mission, ça a été... déjà, j'étais dans une équipe un peu particulière. C'est l'équipe qui gère l'intégralité de tout ce qui se passe sur le site Pont Alexandre 3 et le Grand Palais. Donc moi, j'étais plutôt affecté côté Pont Alexandre 3. Donc tout ce qui est natation, marathon et triathlon. Donc j'ai fait les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et... donc la mission de cette équipe, en fait, c'est de tout chapeauter, de tout organiser. Tout est organisé minute par minute. Donc ça, c'est le truc le plus impressionnant que j'ai découvert dans l'organisation des Jeux. C'est une organisation vraiment à la minute qui va le matin sur le pont Alexandre 3 très très tôt. Il fallait couper la navigation sur la Seine, mettre en place le ponton flottant, jusqu'à la minute précise du départ de chaque course qui a été respectée à la seconde près. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et donc, comme cette équipe chapeaute tout ce qui se passe sur le site, on n'était que très peu de volontaires pour les soutenir. Et en fait, on assistait toutes les autres équipes du site pour faire un peu tout ce que eux n'arrivaient pas à faire. Des choses qui sont pas trop écrites dans ce qui va se passer par rapport à... Il peut y avoir il y a beaucoup d'imprévus, donc nous, on répondait à ça. Et donc, moi, mes missions, ça allait de faire du ménage, faire le café le matin, à être chaperon antidopage pour Léo Bergère qui a fini 3e au triathlon, accueillir la maire de Paris quand elle débarquait un peu à l'improviste. Il y avait de tout. Il y avait vraiment de tout. Et ouais, t'as été le couteau suisse un peu de... C'est ça, j'ai fait beaucoup de agent de sécurité. Ok. Voilà. Ils ont été impressionnés par ton physique. C'est ça, ouais. Eh ben, très bien. Je vais passer à toi, Antonin, en tant que spectateur. Est-ce que le fait d'avoir les Jeux Olympiques chez toi en France et à Paris, est-ce que tu avais des attentes particulières avant de débarquer sur les différents sites, ou tu y allais de manière... Alors non, pas forcément. L'objectif c'était vraiment de s'amuser. Les jeux à la maison, c'est pas tous les ans. La dernière fois c'était il y a 100 ans. Donc forcément nous on n'était pas là, on n'existait pas. Mais forcément on avait envie de pousser les athlètes qui nous représentaient, de les emmener vers le plus haut, la meilleure médaille possible. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif de vraiment ces vacances-là. Et puis moi, je suis parti d'abord aux Olympiques avec mes parents et des amis. Et on a tellement bien aimé qu'on a dit il faut pas que ça s'arrête. Donc on allait voir les Paralympiques. On a regardé les courses et c'est le moment où j'ai vu que je pouvais aller voir Hector sur son 100 brasses. Donc vu que je suis un jeune brasseur, et ben j'aime bien cette course, donc je suis allé le voir. Donc on a bien profité, on a vu aussi des monuments, parce que voilà. Et franchement, non, c'était vraiment cool. Et le fait de les pousser, ça me rend vraiment fier. Est-ce que tu peux nous rappeler quels événements, quels sports toi tu as vu pendant cette Olympiade et cette Paralympiade ? On a vu beaucoup de natation, forcément. On a vu 3-4 réunions avec Léon Marchand sur beaucoup de courses. Mais on n'a pas fait que ça, on a fait l'escrime au Grand Palais. C'était vraiment impressionnant, le bruit qu'il y avait. On a fait du beach volley devant la Tour Eiffel. Et ça aussi, c'était vraiment impressionnant. Après, on a fait Roland Garros, on a fait du tennis, on a fait du tir à l'arc. Voilà. Après, on a beaucoup visité. Et qu'est-ce qu'on a vu du foot aussi. On a vu du rugby à 7. C'était d'ailleurs notre première journée et on commence par une médaille d'or. La première médaille d'or de l'équipe de France. Donc, on se met directement dans le bain. Et franchement, c'était vraiment impressionnant et voilà. Super. Tu l'as dit, t'as dû voir des séries de Léon Marchand. Oui. Est-ce que l'ambiance à la piscine, alors on en parle beaucoup, on nous l'a beaucoup vendu et je doute pas que ça ait été une ambiance exceptionnelle. Est-ce que toi, de l'avoir vécu, est-ce que c'était vraiment quelque chose d'incroyable ? Le matin des séries du 404 de Léon Marchand, vu que c'était la première fois qu'on entrait dans la piscine, on était un peu éloigné du bassin. Mais sur son parcours de brasse, quand t'entends les 16 000 personnes qui font
Ouais, à chaque fois qu'il respire et qu'il y a un grand silence, et ben franchement, ça te met des frissons dans le ventre. Et ça, c'est ce qui m'a choqué le plus. L'après-midi, quand on est revenu, donc j'avais déjà un petit peu ces frissons-là. Et franchement, c'était impressionnant quand il fait surtout sa première médaille d'or olympique à la maison. C'est vraiment impressionnant. Et après, j'ai eu la chance d'avoir avec mon frère, d'avoir un peu des places VIP devant sur l'après-midi où il a fait le 200 papes et le 200 brasses. Donc on a vécu une sacrée après-midi. Voilà, je remercie mes parents qui nous ont laissé partir tout seuls avec mon frère. Mais ouais, on a vécu tous ces moments-là qui étaient vraiment beaux. Et il est passé juste devant nous, donc on était vraiment genre à 4, 5, 6 mètres de lui. Et de le voir, c'était vraiment quelque chose. Et on n'a pas vu que lui, on a vu forcément aussi le 100 libre avec le recordman du monde du 100 libre, là, le chinois, mais je sais plus comment il s'appelle. Et non, franchement, c'était vraiment incroyable. Et moi, par exemple, quand je suis retourné aux entraînements en septembre, à chaque fois que j'ai respiré en brasse, j'entendais tout le monde qui faisait au JO. Et franchement, ça m'a aidé pour mes premières semaines d'entraînement. Je fais bien de croire. Puis je pense que ça te donne aussi un peu envie de vivre ça toi aussi. Et on te le souhaite. On passe aussi un bonjour aux parents d'Antonin. Myriam Fureta qu'on a reçu déjà sur le podcast Immersion et Christophe Biez. Il me semble pas qu'on l'ait déjà vu, qu'on l'ait déjà eu sur le podcast. Hector, Kylian, j'en reviens à vous. On parle beaucoup, on a parlé beaucoup aussi un peu de l'arrivée, donc la médaille aux Jeux, le fait de participer à ces Jeux paralympiques. Moi, j'aimerais avoir une question et un peu une pensée sur comment s'est déroulée la préparation. Tout ce qui s'est passé avant le jour J, comment ça s'est passé tant physiquement que mentalement. Là, cette fois-ci, Kylian, je te laisse la parole. Là, déjà, la préparation des Jeux, moi, je pense que je ne l'ai pas vécu, on va dire, comme la plupart des nageurs ou sportifs, parce que déjà, on sort de 2021, où les Jeux ont été décalés d'un an. Ouais. On sort du Covid. C'était des périodes d'entraînement difficiles, même si moi j'ai eu la chance d'être en tant que sportif sur liste, de pouvoir m'entraîner. J'étais tout seul à m'entraîner avec mon entraîneur, donc j'ai beaucoup progressé pendant cette période-là parce que j'avais finalement un entraîneur pour moi, donc tous les défauts techniques j'ai pu les corriger. Et après je ressors du coup de mon frère qui revient des Jeux, exceptionnel mais aussi on va dire bizarre dans ce qui s'est passé, la piscine vide, c'était des expériences un peu spéciales. Et donc après on part sur 3 ans. Moi mon objectif c'était de faire des médailles. En fait je me qualifiais chaque année au championnat d'Europe, championnat du monde. Et mon objectif c'était clairement de faire des médailles en tout cas de me rapprocher du podium. Parce qu'on avait un grand nageur biélorusse qui est devant nous avec Alex. Donc très difficile d'atteindre l'or. Derrière évidemment Alex qui était devant moi et 2 Ukrainiens qui étaient très forts aussi. Donc j'avais on va dire peu de chances de faire de médaille. Et après je rentre dans le groupe élite à Saint-Germain. Donc il me semble une demi-année après les Jeux de Tokyo je commence à m'entraîner avec eux. Et finalement en 2 ans j'ai progressé énormément. Et j'ai commencé à vraiment me rapprocher du podium. Et ensuite, les Biélorusses se sont fait bannir dans la compétition internationale pendant quelques temps. Et donc j'ai pu décrocher ma première médaille de bronze au 400 mètres du coup avec Alex qui finit champion du monde. Donc déjà ça c'était exceptionnel quand tu fais premier titre de champion du monde d'Alex où tu le fais avec toi. Première médaille internationale, je fais une Marseillaise. Incroyable. C'était un peu particulier. Incroyable. Donc c'était incroyable à vivre. Et ouais, cette préparation en fait c'était crescendo on va dire. Parce qu'au début je visais des finales au championnat d'Europe. Ensuite je me suis rendu compte que je pouvais faire podium. Ensuite je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais peut-être me qualifier aux Jeux, qui était clairement un objectif. Mais voilà, quand il y a 3 ans avant, tu peines à te qualifier au championnat d'Europe, tu vises pas forcément la médaille aux Jeux. Donc après que je me suis rendu compte, je me suis qualifié au Paris 2024. Et comme a dit Hector, quand on va à Paris 2024, pour moi, on vise une médaille. C'était clairement mon objectif. Je savais que j'avais quasiment aucune chance. On avait le Biélorusse qui est 21 fois champion paralympique, qui a tous les records paralympiques dans toutes les disciplines. Et derrière il y a Alex et du coup les Ukrainiens. Et je ne sais pas comment, mais j'arrive à sortir un 400 où j'arrive
à 2-3 dixièmes, je crois, devant l'Ukrainien et j'ai réussi à prendre la médaille de bronze. Je pense que c'est une performance. Je savais même pas que j'étais capable de faire ça. Donc c'était incroyable. Je pense que le pari m'a beaucoup poussé. Ouais. Quand on rentre derrière le plot avec Alex, l'ambiance qu'il y avait, vraiment c'était exceptionnel et je pense que ça m'a bien poussé. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a fait faire la médaille. Et après, mentalement, j'ai vu de plus en plus qu'on parlait de prépa mentale. Ouais. C'était beaucoup, on va dire, discuté par des grands nageurs, etc., des grands sportifs. Donc j'ai commencé à faire prépa mentale 2 ans avant. Ensuite, j'ai changé à 6 mois des SDE parce que j'ai eu un petit problème avec mon ancien prépa mental. Donc j'ai changé 6 mois avant les Jeux. J'ai dû tout refaire. Et je me suis vraiment bien préparé. Il y a des choses que j'ai pas eu le temps malheureusement. La longueur des Jeux, 10 jours, c'est extrêmement long, on s'en rend pas compte. Une compétition de 10 jours, c'est interminable. C'était fatigant. Mais sur tout le reste, je m'étais hyper bien préparé et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant, l'après-jeu aussi, c'est très important avec la prépa mentale, quoi. Très bien, merci Kylian. Hector, toi, comment tu as vécu un peu cette longue route vers les Jeux paralympiques ? Bah écoute, moi j'étais au Pôle France à Bordeaux jusqu'en 2022 et j'avais un peu le rôle du lièvre. C'était moi qui tirais tout le groupe. Ok. Et moi qui aime pas trop nager, je te le disais, ça me dérangeait pas tant que ça parce que je devais combler du retard par rapport aux autres, mais en même temps je sentais qu'il fallait que j'ai des copains qui me tirent, quoi. Et du coup j'ai pris le choix de quitter Bordeaux pour rejoindre Dijon. Ok. Où là j'ai intégré le CAF et avec que des nageurs et nageuses qui nageaient plus vite que moi. Je suis arrivé là-dedans, j'étais à la rue, quoi, j'étais à la ramasse, franchement. J'ai 9 mois où j'ai pas performé, où j'étais en souffrance en fait, quelque chose qui m'était jamais arrivé. Mais finalement ça a payé parce que sur ma première année avec Ramsey, je passe de 1,12 à 1,8 au 100 brasses. Donc déjà moins de 4 secondes sur un 100 mètres. C'est costaud, ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et en fait je passe de quelqu'un qui faisait pas de qualif aux Euros, pas de qualif au monde, à deuxième perf mondiale de la saison. Ok, ah oui, donc Au ranking avant les championnats du monde, donc tout de suite je me mets la pression forcément. et j'arrive au monde et je savais que premier et deuxième ça partait au jeu direct. Ok. T'avais ton quota, t'étais sûr d'y aller. Je me focus énormément là-dessus et j'arrive au monde et je nage moins vite qu'au championnat de France, je termine 3ème. Ok. Donc grosse déception pour moi. Et à ce moment-là, je me suis dit il faut que je commence la prépa mentale. Donc à ce moment-là, la prépa mentale est rentrée dans mon parcours d'athlète, je dirais. Parce que c'était quelque chose que je négligeais et je l'avais vraiment ressenti au championnat du monde, que d'être dans cette chambre d'appel avec que des nageurs. En fait, on est 8 et les 8 peuvent gagner, quoi. C'est ça. Et moi aussi, mon état par rapport à ça, je voulais plus le retrouver, quoi. Donc j'ai énormément bossé là-dessus avec Marvin. Et après, pour ce qui est de la prépa terminale, du coup, moi, je m'entraînais tout seul à Dijon avec Ramsey, avec Enzo, qui est là ce week-end, Ouais. qui a fait pendant 3 semaines avec moi les entraînements, qui a été mon lièvre uniquement, qui suivait les consignes de Ramsey à la lettre pour me donner les bonnes allures, etc. Et voilà, j'étais avec ma maman en Airbnb parce que, alors moi l'année je suis au Krebs, et on voyait les jeux, on voyait l'effervescence qu'il y avait, les résultats de Léon Marchand, etc. Et si tu veux, quand je mangeais le midi, je croisais le personnel alors qu'il était très bienveillant avec moi. Ouais, Hector, on espère que tu vas faire pareil et tout, mais finalement ça me mettait une pression supplémentaire. Forcément. Donc mais j'ai un moment qui incite et j'ai eu la chance qu'elle puisse venir du coup passer 3 semaines avec moi à Dijon. Toutes les deux, elle m'a bichonné, elle me faisait des bons plats, elle me préparait des bons petits déj tôt le matin avant d'aller nager. Tu m'étonnes. Et ça a été un point essentiel de ma prépa pour Paris, quoi. Ça t'enlevait un poids mental et derrière, tu sais que tu avais juste à te focus sur ce qui se passait dans l'eau et derrière, maman gérait un peu le reste. C'est ça, moi je gérais que la natation en fait. Toutes était sollicitations, on n'en parle pas assez, mais les médias, etc., avant les jeux, ils veulent les ressentis et tout, mais Forcément. moi en fait, c'est quelque chose, c'est une charge mentale. Et moi je voulais juste penser à ma performance, donc mon papa avait pris mon adresse mail, mes réseaux sociaux, je gérais plus rien pour être moi uniquement concentré sur ce que je faisais dans l'eau, et s'il y avait des interviews c'était avec le coach ou avec la famille par rapport à eux, leur ressenti, quoi. Très bien, merci à vous messieurs. Je reviens sur toi Aurélien. Toi qui as côtoyé des athlètes de très très près, tu as commencé un peu à en parler juste avant. Est-ce que tu as eu des moments forts? Est-ce que tu as vécu des moments forts, inattendus avec des sportifs ou pas forcément, peut-être des spectateurs? Tu nous as parlé un peu de Léo Bergère. Est-ce que tu as d'autres moments ou celui-là vraiment c'était vraiment le plus fort?
Ouais, j'en ai 2 gros moments, on va dire. Avec Léo Bergère, ouais, c'était inattendu parce qu'au dernier moment, ils avaient besoin d'un chaperon antidopage homme pour suivre un athlète homme. Et tirage au sort, j'ai eu l'athlète numéro 3. Et qui est arrivé numéro 3? Léo Bergère, le français. Donc c'est incroyable parce que du coup, je l'ai suivi de la ligne d'arrivée jusqu'à qu'il aille au contrôle antidopage. Donc je suis passé avec lui en zone mixte, avec les médias. Je suis allé en interview dans la salle presse. Je l'ai vraiment suivi de partout, c'était énorme. Et du coup, ça laisse vraiment un souvenir important. Et le deuxième, ça serait avec Cassandre Beaugrand, qui le matin était très stressé et bon, c'est un peu rigolo, mais cherchait des toilettes dans tous les sens. Et, bon, du coup, à ce moment-là, j'étais à l'accès de la zone athlète lounge. Donc du coup, j'étais là au milieu et je voyais bien qu'elle était pas bien et qu'il manquait un truc. Donc je l'ai aidé à trouver des toilettes dispo parce qu'à ce moment-là, en fait, c'était la guerre et avant la course. Et après la course, elle a dit aux médias qu'en fait, elle avait vomi juste avant la course. Et bon, ce qui est drôle, c'est que c'est moi qui lui ai donné accès à des toilettes pour qu'elle fasse ça, quoi. Enfin. Là, tu es en train de nous avouer là devant la caméra et devant le podcast que si Cassandre Beaugrand elle est championne olympique, c'est en partie grâce à toi. Très bien. Et ouais, tu m'étonnes, surtout que de faire tout le chemin, je pense, médiatique après derrière avec Léo Bergère, en fait, tu vois un peu ce que eux vivent, pas au quotidien parce que c'est pas tous les jours Paris, mais le protocole, tout le protocole média qu'il y avait derrière pour un athlète médaillé aux Jeux Olympiques. Puis tu te rends compte qu'entre eux, ils se connaissent très bien, les athlètes. Ouais. En conférence de presse, ils faisaient que se vanner entre eux. Puis il y avait toute une histoire par rapport à la scène. La qualité de l'eau et tout ça, les médias, ils ont beaucoup appuyé là-dessus. Et en fait, du coup, ils ont appuyé dessus pendant la conférence de presse. Et les athlètes, en fait, on s'est rendu compte qu'ils en avaient rien à faire. Pour eux, c'était vraiment le cadet de leurs soucis, la qualité de l'eau. Ils voulaient faire leur course, ils étaient prêts. Et c'était aujourd'hui, quoi. Il n'y avait pas de débat là-dessus. Ils se fichaient de la qualité de l'eau, quoi. Ouais, c'est eux et leur préparation plus que ce qui se passe un peu autour. Très bien, on va dézoomer un petit peu, on va retourner du côté un peu spectateur avec toi, Antonin. Est-ce que en étant aussi présent, parce que tu as eu la chance d'être quand même beaucoup présent sur les différents sports, est-ce que tu as eu à un moment l'impression ou le sentiment de faire un peu partie d'un moment historique? Tu as parlé des finales de Léon Marchand, là où il fait le doublé, si je dis pas de bêtises. Donc est-ce que toi tu as eu le sentiment de faire partie d'un moment historique? C'est sûr que c'est même le premier nageur à avoir fait 2 médailles d'or en moins de 2 heures. Et le fait de dire que tu es dans les 16 000 personnes qui ont vécu ça, voilà, on est 8 milliards sur la planète, mais il y en a 16 000 qui ont vécu ça. Et de se dire que moi et mon frère, on a vécu ce moment-là, c'était vraiment magnifique. Donc je pense que c'était vraiment une soirée et une après-midi de dingue. Mais je pense qu'il m'a aussi vraiment étonné, c'est quand on a fini les Jeux Olympiques et qu'on s'est dit avec mon père qu'on y retourne pour les Paralympiques, on s'est posé la question de est-ce que ça sera pareil ou ça sera un peu différent ou pas. Mais en fait, la ville de Paris et franchement Paris ou même toute la France en fait était vraiment les Olympiques ou les Paralympiques, c'était exactement pareil. Et franchement, moi j'ai pas préféré les Olympiques que les Paralympiques. Certes, je suis resté 1 semaine et demie aux Olympiques, donc j'ai vu beaucoup de sport. Et les Paralympiques, je suis resté 1 journée et demie. Et j'ai fait toute la journée à la piscine, à l'Arena, en voyant Hector faire son sambrasse le matin et l'après-midi. Et donc ça, c'était vraiment heureux de voir que j'ai nagé au Portugal en stage avec Hector et de le voir faire vice-champion paralympique. Donc j'étais vraiment fier de lui et de ce qu'il a parcouru. Et donc c'est vraiment le moment que j'ai vraiment le plus aimé, quoi. C'est beau. En fait, vous étiez des amis de longue date avec Hector, c'est ça? Oui. Vous étiez rencontrés en stage, c'est ça? Mais est-ce que je peux poser une question, moi, du coup, Antonin? Avec grand plaisir. Alors, du coup, tu sais, tu as le fait du moment historique de Léon Marchand, tu sais, un peu comme Michael Phelps, l'icône où tu vis le moment, mais tu as aussi le moment avec la personne, du coup, que tu connais. C'est quoi cette différence, en fait, toi, et quel est ton ressenti par rapport à ça? La différence, c'est que la personne, tout le monde la connaît. Donc en soi, c'est comme t'es une personne normale en fait. Mais le fait que moi je te connais et que t'aies fait cette performance-là me rend une personne différente, j'ai l'impression. Une personne un peu plus... Je pense qu'il y avait plus de fierté aussi. Voilà, forcément. Se dire que tu connais une personne,
Moi, je disais à ma famille, ouais, je vais voir un ami qui fait les jeux et qui vise faire une grosse performance. Et il me disait, t'as vraiment de la chance, profite bien. Et j'étais vraiment content de leur dire, j'ai un ami, j'ai quelqu'un qui va faire ça. Et j'avais vraiment hâte que tu fasses quelque chose de beau. Et je pense que le fait d'avoir 16 000 personnes qui te poussent sur la finale fasse que tu fasses un excellent temps. Et moi, avec mon père, on n'était pas au même endroit. Donc j'étais tout seul. Mais moi, quand t'es arrivé, quand tu sors de l'endroit et t'arrives derrière Plo, moi j'étais juste derrière toi. Mais je criais comme un malade. Moi, j'étais à côté des gens, à côté de moi, c'était un peu des vieux, ils étaient assis. Mais moi, j'étais debout, j'avais le drapeau de la France. Ouais. Et en fait, les gens derrière moi me disaient assis-toi, je vois rien. Mais moi, je m'en fichais. J'étais comme un fou. Et donc c'est vraiment ça, je voulais vraiment te pousser et c'est pour ça que je suis encore plus fier que tu fasses ça et d'être une personne que tu connais, que moi je te connais. Bon, on se connaît pas super proche, mais on se connaît, on a fait 2-3 choses ensemble, on a été dans la même équipe de foot au Portugal d'ailleurs qu'on a gagné. Et donc voilà, donc je suis fier de ça. Bah, merci, c'est gentil. C'est beau, c'est émouvant. Je reviens vers vous, messieurs Hector et Kylian. Est-ce que le fait d'avoir fait les Jeux, d'avoir été médaillé, est-ce que ça a changé un peu votre vision sur votre sport ou pas du tout? Sur le sport, je sais pas. Je pense que être médaillé, déjà, je pense que c'est sur un peu l'ampleur de ce que notre sport peut avoir. En plus, nous, on est bien plus loin, on va dire, de cette pression médiatique et de ces 16 000 personnes qui poussent. Parce que voilà, on est en handisport, il y a beaucoup moins de pression. Ouais. Médiatiquement parlant, j'avais jamais fait de gros plateau, on va dire. Quand on rentre dans la piscine des Jeux, c'est la plus grosse piscine qu'on va. Quand tu sais que Léon Marchand, un an avant, à Budapest, il y a 23 000 personnes, un truc comme ça. Ouais. C'est pas la même chose. Je pense nous, c'était vraiment la première fois. Je pense que la plus grande compétition que j'ai fait, ça doit être à Madère, où il devait y avoir à tout craquer 1500 personnes. Ok, ouais. Ça reste beaucoup, mais quand tu arrives devant 1600 personnes, à l'U-Arena, un stade en plus, donc c'est fait pour faire du bruit, c'était exceptionnel. Et donc après, le après aussi est super impressionnant. Surtout nous qui, avec Alex, du coup, je m'inclus, où on a fait une médaille entre frères, on a été hyper médiatisés. Forcément. Et je m'en rappelle que même jusqu'à fin novembre, mon anniversaire et tout, j'avais fait je sais pas combien de médias, etc. Ok. Et c'était un autre monde. Tu te rends compte que voilà, c'est un autre monde où on a fait le JT, on a fait quotidien, Alex a fait quel jeu. Ok. Et tu fais que de faire des interviews, c'est hyper intéressant, mais c'est énormément de choses d'un coup. Surtout pour un enfant de 17 ans, c'était parfois trop, même j'en ai déjà discuté avec mon agent, etc. Ok. Et au bout d'un moment, ouais, c'est beaucoup de pression et ça change pas le regard, je pense, par rapport au sport, parce que moi, là, faire une médaille, ça m'a juste donné envie d'y aller encore plus fort. Ouais. Ça m'a juste encore plus motivé d'aller chercher dans 4 ans une médaille encore plus belle. Mais maintenant, ouais, c'est dans tout ce qui entoure ce sport. Ça fait vraiment bizarre de voir tout ça. Quand tu rentres dans la piscine, que tu as juste un bassin de 50 au milieu de 16 000 personnes, des gradins, tu vois même plus la fin. En plus, j'étais allé aux Jeux Olympiques, j'étais allé voir Léon Marchand, on était juste à côté de l'écran. L'écran, j'avais l'impression qu'il faisait 15 mètres. Quand tu es en bas, l'écran, tu le vois, il fait 1 centimètre, il fait la taille de ton pouce. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que je fous là? C'est ça. Et après, c'est que du bonheur aussi, on a kiffé, quoi. Je pense aussi, c'est intéressant, tu soulèves un point intéressant là, c'est la partie un peu dont on parle un peu moins, c'est tout ce qui est gestion des médias, ce qui est... c'est ce qu'il a vu avec l'après, on va dire triathlon, etc. Je pense que pareil, c'était hyper impressionnant. Quand moi par exemple, je m'en souviens, quand je fais en fait après chaque course, on passe par un parcours du coup on passe devant tout le monde. Ouais. On passe devant un long couloir avec tous les médias, RMC, Canal, tout, l'équipe. Et tu passes et tout le monde te demande des interviews, des machins. Ils demandent comment ça s'est passé. Et moi, un truc qui m'a le plus marqué, c'est après le 100 pape, où du coup je sors en larmes du 100 pape et je passe devant tout le monde et t'as tout le monde qui sait pas quoi dire. Ouais. C'est bravo parce que c'est une performance, 4e au jeu, mais d'un coup tu vois quelqu'un qui passe en pleurant.
mon frère qui est venu me chercher. Je passe devant tous les médias qui essaient de vouloir un truc et mon frère il les a clairement recalés. C'est là où aussi j'ai la chance d'avoir eu Alex, où il les aura dit bah non, ça sera après. Les médias, ça sera après. Et ouais, c'était dur, mais je pense que c'est un autre monde et quand tu l'as vécu, tu vis différemment les autres compétitions et tout. Je pense que c'est de l'expérience quoi. Je pense que c'est comme ça. Très bien, très bien. Merci. Merci à toi Kylian pour partager avec nous ton expérience. Et toi Hector, est-ce que ça a changé un peu la vision sur ton sport? Est-ce que le fait comment dire ça, de faire aussi avec les médias, ça a été un moment un peu compliqué pour toi ou pas forcément? Non, pas forcément. Enfin, ça fait partie aussi de notre job, hein. On est nageur, mais on sait que derrière on veut un sport qui est plus médiatisé. On voit souvent les athlètes par rare réclamer ça, donc faut se prêter au jeu et voilà. Après, pour ce qui est de la médiatisation, le fait qu'on soit moins médiatisé que les Olympiques, moi ça me dérange pas du tout et au contraire, je trouve que c'est plutôt une chance en fait. Ouais. Je pense que Léon Marchand c'est extrême, mais Florent Manodou aujourd'hui, quand il est chez lui à Antibes, il doit en faire des photos dans la rue et moi m'arrêter tous les semaines pour faire des photos, ça me ferait chier quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc comme disait Antonin, on a ce côté un peu où on va dire ouais, il a fait une médaille au jeu, c'est un mec exceptionnel, mais en même temps on est inconnu quoi. On est juste nous-mêmes, on est un citoyen comme les autres et ça nous permet d'avoir une vraie vie. Ok. Et je me suis un peu perdu, est-ce que tu peux me rappeler la question s'il te plaît? Pardon, et après c'était en quoi les Jeux Olympiques ont-elles changé la vision de ton sport? Et non, pour moi les Jeux ça a pas changé la vision de mon sport. Et le fait d'avoir... Alors on a participé à la plus grande fête de notre sport, oui, c'est hyper cool, mais pour moi, un nageur départemental qui va se battre et qui va s'entraîner dur pour atteindre ses objectifs, de se qualifier aux France, etc., ça a tout autant de mérite qu'un nageur olympique, quoi. Et voilà, donc non, moi, mon sport, il n'a pas changé, et même moi, en tant qu'humain, j'ai pas changé. Je veux pas... C'est pas parce que j'ai une médaille au jeu que voilà, je suis différent. Tu te réveilles le lendemain, t'es le même et basta, quoi. Très bien. Dernière question pour toi Aurélien. J'ai l'impression que toi, ton expérience en tant que bénévole, elle a été vraiment de très très grande qualité. Est-ce que tu as dégagé un peu des axes d'amélioration ou pas du tout? Ou alors toi, pour toi, l'expérience bénévole était vraiment au top du top? Alors, j'avais jamais été bénévole avant, enfin volontaire sur une grosse organisation, un gros événement sportif comme ça. Donc forcément, il y a eu des petits couacs, mais de manière générale, l'organisation pour les volontaires, elle est énorme, parce que c'est une organisation à l'intérieur de l'organisation. Et pour moi, ça s'est super bien passé. J'ai eu de la chance, de bout en bout, c'était génial. Donc non, c'était bien. Et le seul truc que j'aurais à dire, c'est qu'il faut oser le faire. J'encourage les gens à se porter volontaire pour des événements sportifs, que ça soit des compétitions locales, de son club ou des championnats du monde ou les JO là, dans tous les cas c'est très enrichissant pour tout le monde et on en sort avec plein de choses positives quoi. Très bien. J'en reviens à toi du coup Antonin. Est-ce que tu as un moment qui t'a vraiment marqué? On en a beaucoup parlé, on a parlé de Léon Marchand, on a parlé du rugby. Si tu devais choisir un moment, est-ce que c'est la médaille de ton copain? Non. Aïe. Je pense que... Réponds bien. Non, franchement, ça m'a marqué ce moment-là. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est que souvent, on dit que Paris est une ville un peu... c'est la capitale de la France. Et il y a beaucoup de monde. Et en fait, pendant les Jeux, nous, on logeait un peu plus loin du centre de Paris. Donc, on devait prendre le métro. Et en fait, à chaque fois qu'on prenait le métro, dès qu'on prenait le métro, il y avait déjà cette ambiance on est à Paris et c'est les Jeux quoi. Et alors qu'on croisait des personnes qu'on connaissait pas, mais on chantait avec eux, on parlait alors que franchement on se connaissait pas. Et donc je pense que c'est ça qui m'a marqué le plus. Mais si je devrais choisir un événement qui m'a marqué plus, c'est la médaille d'Hector, parce que Léon Marchand, moi je le connais pas. Je sais pas sa vie, je connais pas. Il est pas jeune, il est pas vieux. Il a encore du temps devant lui. J'espère qu'il va encore nous offrir des grands moments. Mais Hector, je connais un peu son parcours. Je sais dire que je suis parti au Portugal avec lui en stage. On a fait des parties de foot et qu'on a gagné les coachs. Franchement, moi j'étais content. Cette anecdote, je la raconterai sûrement à tout le monde.
Mais de se dire que donc voilà, donc je pense que c'est le moment que j'ai préféré durant ces jeux. Très bien, on va arriver au bout de ce podcast. Messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot, un message à passer peut-être aux des personnes qui nous regardent? Non, pas spécialement. Hein. Je pense que bon, à profiter. J'espère qu'ils ont bien profité des jeux parce que c'était magnifique et puis on espère revivre ça au plus vite. Hein. On te le souhaite en tout cas, Kylian, Victor. Merci à vous de nous avoir écoutés. Continuez de faire du sport. Le sport, c'est la vie, quoi. Pour l'équilibre mental, mais aussi pour l'équilibre physique. Et voilà, quoi. C'est un beau message. Aurélien, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as un dernier message pour nos auditeurs et nos téléspectateurs qui nous regardent? Non, je peux être que d'accord avec les athlètes qu'on a ici. Faites du sport. Super. Antonin? Ouais, j'espère que vous aurez bien aimé parce que c'est pas tous les jours qu'on a 2 nageurs paralympiques médaillés aux Jeux ici avec nous. Donc merci à eux d'être là. Et puis j'espère que vous avez bien aimé. Et puis merci à toi d'avoir animé. Et un grand merci à Villeurbanne Natation pour l'Open des Gaunes et pour l'invitation ce week-end. Franchement, en tout cas pour ma part, je me suis régalé, quoi. C'est gentil, c'était un réel plaisir de vous avoir tous les deux. Avec plaisir. On vous a aussi découvert pendant ce week-end, vous avez été hyper accessible. Donc je parle, je pense, au nom de Villeurbanne Natation et je vous remercie de votre simplicité, de votre accessibilité tout au long de ce week-end. Vous avez été super, les enfants ils étaient ravis de passer un moment avec vous. Donc vraiment merci du fond du cœur. Avec plaisir. À la prochaine. Allez, merci à vous de nous avoir suivis et nous on se retrouve au prochain numéro d'Immersion. Salut!